Bonjour à tous, eh bien on s'excuse pour ce petit retard, mais on va essayer de rattraper le temps puisque nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures. Bon appétit si vous êtes à table. On va commencer par le journal puisqu'aujourd'hui nous allons recevoir un membre du Parti Socialiste. Je vais parler de M. Georges Germain, il sera avec nous tout à l'heure. On va recevoir 3 artistes dans l'ordre. Yannick Cabrion, longtemps nous pas vrai, Cristal, bonne chanteuse, et puis Jérôme Castry, musicien. Ils seront dans un espèce de festival numérique, ce sera tout à l'heure, on en parlera, et puis on parlera en fin de journal, fin d'édition du ZCL, avec Elisabeth Gustave, Aurora Culture, puisque à partir d'aujourd'hui, les choses vont mieux au niveau du confinement. Sinon, dans l'actualité, reportage avec les taxis, on va commencer avec tout à l'heure. Le Vaxibus, il continue à tourner, il est aux abîmes. Monsieur Célin, Patrick Célin, il a été président de l'EPF, l'Olivier Félix l'a rencontré. Et puis on parlera de Carry Exam, cette plateforme pour les déchets. Voilà, c'est parti pour le ZCL de ce mercredi déjà 22 septembre. C'est parti avec les taxis. Les taxis ont eu beaucoup de mal pendant la Covid, puisque quelquefois, peut-être qu'ils ne prenaient pas suffisamment de distance, mais c'est difficile dans un taxi de prendre de la distance avec son client. Certains taxis ont eu la Covid. 2 taximens sont décédés. C'était une période assez difficile et donc il va falloir qu'ils renforcent leur protection. C'est le sujet de Maxime Morel qu'on regarde ensemble. La crise Covid. Puis la crise Covid, l'activité est au ralenti, bien évidemment, comme l'ensemble du secteur économique. Et c'est une situation sanitaire qui nous a poussé à revoir notre façon de travailler. Après chaque client, nous sommes obligés de nettoyer un peu le véhicule, de passer des désinfectants, d'aérer aussi, puisque souvent les clients nous demandent de mettre l'air conditionné, mais l'air conditionné n'est pas approprié en cette période-là. Donc après avoir déposé le client, nous faisons un peu de nettoyage. On essaie de désinfecter là où tous les gens sont susceptibles de mettre leurs mains et qu'il n'y ait pas d'interaction quand le client vient, parce que le premier réflexe c'est de mettre la main sur le poignet. Et là, il faut toujours désinfecter, on désinfecte à chaque fois. On a un antivirucide. Et le soir, on a ça qu'on met dans la voiture. Il faut fermer la voiture et ça c'est vraiment anti-Covid-19. Et on laisse la voiture fermée la nuit pour que ça puisse tuer tous les germes. Le transport de voyageurs est une activité dans laquelle on est amené à recevoir du public dans un espace clos. Donc il a fallu appliquer le protocole national qui a été mis très tôt en ligne par le ministère des Transports. Mais en Guadeloupe, on a rajouté des petites touches spécifiques, comme par exemple la barrière anti-postillon. Il y a des clients qui respectent, mais il y en a ceux aussi qui viennent, qui te disent qu'ils sont vaccinés, qui ne portent pas le masque, et on est dans l'obligation de les faire porter le masque. Des fois, ils me disent « oui, mais je suis vacciné, je suis protégé, j'ai fait le test avant de venir. » Et puis voilà, j'ai été contrôlé en arrivant, et puis voilà, encore dans le taxi, des fois ils sont énervés, ils sont fâchés, quoi. On les oblige à mettre le masque pour monter dans la voiture. Alors certains d'entre nous se sont équipés, ont mis des plexiglas dans leur véhicule, désinfectent leur véhicule après chaque sortie de client. Et nous sommes en tête de file de taxi à l'aéroport et nous avons du gel hydroalcoolique qui est là pour qu'ils puissent se désinfecter les mains avant de monter dans le véhicule. C'est comme les commerçants qui sont confrontés à cette situation. Donc il faut être pédagogue. De toutes les façons, on ne monte pas dans le véhicule si on n'a pas le masque. Toujours penser à avoir des masques en plus. Ça, c'est quelque chose, oui, mais je n'ai pas mon masque. Non, mais vous inquiétez pas, on a des masques en plus. C'est un surcoût financier, il ne faut pas se voiler la face. Néanmoins, j'ai envie de dire que la santé n'a pas de prix. En 1 mois et demi, on a perdu 5 collègues qui ont attrapé le Covid-19 et qui sont décédés. Et pourtant, c'est des chauffeurs qui faisaient très attention, qui respectaient les protocoles et qui étaient reconnus par la profession. Et on est très attristés par cette perte. Bien évidemment, on a de l'espoir. En tant que chef d'entreprise, on vit de notre activité, donc, mais le principal vecteur, ce sera l'amélioration de la situation sanitaire. Et qu'on soit tous conscients que notre profession elle est à risque. Au même titre que les soignants, ceux qui font du transport de malades assis sont soumis à l'obligation vaccinale. Donc voilà, je ne peux que l'espérer, mais
d'abord que la situation sanitaire s'améliore. Voilà, 5 chauffeurs de taxi qui ont disparu suite à la Covid. Pardon, manque probablement du respect des gestes barrières, mais surtout de la protection, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il est difficile dans le taxi de pouvoir se mettre vraiment loin de son client. Alors peut-être faudra-t-il penser à des systèmes de protection, un peu comme les taxis américains, avec une vitre de protection, un plexiglas, quelque chose comme ça, et puis surtout qu'ils gardent les masques. On continue dans le système vaccination, puisque le Vaccibus, vous savez que c'est cet outil, entre guillemets, mis en place par la région, la collectivité, les mairies et l'ARS, qui circulent dans les communes pour essayer de permettre à des Guadeloupéens qui habitent loin de pouvoir se vacciner. Ce Vaccibus, il fait le tour de la Guadeloupe. En attendant qu'il y ait le tour cycliste, mais il y a le tour du vaccin. Et il s'est arrêté aux Abîmes. Grégory Labs était sur place. Dans un premier temps, la personne, donc, elle remplit un questionnaire et puis ensuite elle est reçue par un personnel soignant qui va lui faire un questionnaire pré-vaccinal, va faire le point avec elle et puis suite à ça, en fait, il y aura l'injection qui sera faite. Si les personnes, il y a des contre-indications ou qu'il y a des risques d'allergie, on les renvoie plutôt sur le centre hospitalier, le CHBT, voire le vaccinodrome. Voilà, on veille à tout ça. C'est des personnes qui ont déjà bien rencontré leur médecin traitant, qui ont échangé avec lui et qui viennent pour se faire vacciner. Et puis des personnes qui ont tout simplement décidé, après réflexion, de se faire vacciner et ils viennent nous voir au Vaccibus. Donc les gens sont libres. Moi, mon médecin m'a conseillé de le faire. Je l'ai écouté. Donc j'ai décidé de me faire vacciner. Donc, et c'est ce que je conseille à tout le monde. Prenez la tâche de votre médecin et il vous dira si vous pouvez le faire ou pas le faire. Alors la décision, je l'avais déjà prise depuis fort longtemps. Mais comme je suis en charge aussi de la mise en place du Vaccibus pour la ville, mon service a été dans la préparation, donc j'ai attendu ce jour-là. C'est relativement calme, hein. On s'attendait à un petit peu plus de monde, c'est calme, mais bon, on est là, de toute façon on est là pour la population. Pour moi c'est important parce qu'il faut qu'on aille il faut qu'on aille vers la vaccination, vers les usagers, qu'on aille vers eux et que ce soit plus facile pour eux parce que des fois les grands centres de vaccination sont excentrés, tout le monde n'a pas un moyen de locomotion, donc voilà, on va vers les usagers. Et puis on va essayer d'aller de plus en plus au plus proche pour que ce soit de plus en plus facile pour eux dans cette démarche de se faire vacciner s'ils le souhaitent. Oui, selon moi c'est important puisque ça rapproche la vaccination pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Et effectivement, je vois que beaucoup de gens en mobilité réduite sont venus ce matin pour se faire vacciner, donc c'est plus facile pour eux. On est aussi là pour répondre aux questions, c'est-à-dire que ceux qui veulent venir juste pour rencontrer un soignant et échanger, avoir des réponses à leurs questions, ils sont les bienvenus et s'ils repartent sans se faire vacciner, il n'y a pas de souci non plus. On n'est pas du tout là pour juger, on est là vraiment pour accompagner et puis pour expliquer. Aujourd'hui, on est sur les Abîmes pour la journée, donc de 8h on part vers 15h30. Et puis demain, on est à Morne-à-l'Eau pour ceux qui veulent venir nous voir, pour se faire vacciner ou juste pour poser des questions, on est à Morne-à-l'Eau. Et vendredi, nous sommes à Vieux-Fort. Le Vaccibus donc, continue sa tournée. On va changer de sujet complètement puisque Patrick Célin, qu'on connaissait déjà comme président de la Chambre d'agriculture, mais il vient d'être élu comme président de l'EBF. C'est une promotion pour lui puisque cet organisme foncier aura en charge, au-delà même de l'agriculture, d'autres missions. Il a expliqué tout cela, Olivier Félix, on regarde. La continuité de ce que le prédécesseur avait déjà commencé avec l'équipe PFL. Nous sommes dans une dynamique sur des actions de cœur de ville, notamment sur Vodabit, donc avec justement permettre de revitaliser, de réoxygéner ces centres-villes, donc par le biais de l'occupation sous forme de jardins partagés avec bien sûr les habitants. Donc, nous avons aussi d'autres projets pour les seniors, sur l'habitat, donc particulièrement
sur ces aspects-là, nous intervenons donc pour les comptes de communes. Donc il y a beaucoup de chantiers en cours et beaucoup aussi de chantiers à venir, parce que nous sommes dans une démarche aussi de s'investir un petit peu sur le demain du pays, voir comment devancer un certain nombre de problématiques qui pourraient faire surgir dans le pays. Donc, en mettant en place avec les communes des stratégies foncières, comment faire des réserves foncières, tout en préservant, bien sûr, la zone agricole, les zones à forte valeur agricole. Je crois que l'alliance de ces deux compétences permettra, je pense, avec mon expertise justement agricole, nous pourrons bien sûr aller dans le sens d'une gestion, je dirais, une gestion fine de l'espace, puisque nous sommes sur un petit territoire. Il est important que nous puissions utiliser à bon escient les espaces de ce pays. Par exemple, reconstruire la ville, sur la ville, par rapport aux maisons qui sont abandonnées, voir comment permettre justement régler ce problème de l'indivision de ces parcelles, de ces lots à l'intérieur des villes, pour éviter justement d'aller construire sur la partie agricole. Donc nous apportons donc toute cette ingénierie aux communes, bien sûr, qui en font la demande à l'EPF et qui est là pour travailler pour ce mandat. Voilà, il est exactement 2h55 dans le ZCL News. C'est déjà l'heure de la première pause. On reçoit dans un instant M. Georges Hermin. Georges Hermin, qu'on est connu dans la région de Morne-à-l'Eau du Nord-Grande-Terre. Il sera avec nous. Il est aussi candidat à la présidence de la fédération, ou secrétaire général, président de la fédération du PS Guadeloupe. Dans un instant, restez avec nous. 13h08, je vous l'ai dit, depuis lundi, nous recevons les candidats à la fédération du PS, puisque vous le savez, M. Hilaire Boudé, qui est encore premier secrétaire, ne sera pas candidat à sa succession. Et donc, déjà 3 candidats, c'est le 3e aujourd'hui, après Jacques-Marie Claire, après M. Zelbin, et c'est M. Hermin. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes candidat, comme on dit, vous candidatez à la tête de la fédération. Dans quel état M. Hilaire Boudé va quitter la fédération? Je dis de manière très simple, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la situation que nous étions il y a 5 ans, 10 ans. On sait très bien, les résultats des élections l'ont prouvé. Pour autant, je dirais qu'il a fait comme il pouvait, et avec l'ensemble des socialistes. Mais aujourd'hui, l'heure n'est plus au bilan, puisque tout le monde connaît la situation du Parti socialiste. Il est plutôt l'heure donc de la rénovation du parti et du changement réel pour faire en sorte que nous puissions aller, je dirais, à notre mission première, qui est de répondre à l'aspiration de la population de la Guadeloupe et à nos mandants, c'est-à-dire nos partisans, les socialistes. Alors, M. Hermin, quel serait votre programme pour vous présenter, et aussi si demain vous êtes le premier? Déjà, dans un premier temps, comme je l'ai dit et comme je l'ai répété depuis quelques jours, mettre un peu plus de démocratie dans notre parti. C'est-à-dire faire en sorte que les militants puissent avoir la parole. Mais les militants puissent avoir la parole sans pour cela être orientés, mais parce qu'ils ont simplement l'envie de parler, de dire les choses, de donner leurs idées pour faire en sorte que le parti soit encore plus fort. Et ça, c'est ce qui manque à notre parti aujourd'hui. Et ça, je le ressens profondément. D'ailleurs, l'ensemble des candidats le disent. Il faut plus de démocratie dans ce parti-là pour faire en sorte que nous puissions véritablement parler au son, je dirais, du dynamisme que nous avons, mais en même temps au son de la population, puisque nous sommes soit des élus, soit, je dirais, des adhérents qui sont près de leur population et qui entendent, je dirais, l'ensemble des problématiques que nous avons et qui ont envie que les choses bougent, que les choses changent. Donc, voilà ce qui m'anime aujourd'hui. Ce qui m'anime le plus, c'est de vouloir changer les choses et de faire en sorte qu'il y ait plus de démocratie, déjà dans un premier temps. Ensuite, quand nous avons des élections, il est normal que les socialistes et surtout le militant de base puisse être représenté et valablement représenté sur les grandes listes que nous avons dans les grandes élections qui se passent. Et ce n'est pas toujours le cas. Donc il y a une frustration. Et cette frustration-là, aujourd'hui, on le voit et ça se ressent dans la population, ça se ressent, quand je dis, au travers de nos adhérents, et l'ensemble même des candidats le disent. Donc il faut arrêter cela. Il faut donner de la dimension, je dirais, aux socialistes de base. Et aujourd'hui, regardez, quand nous sommes dans cette élection-là, il y a encore une autre frustration.
Laquelle? Eh bien, celle-là, c'est de voir que on ressent que ceux de base, ceux qui travaillent tous les jours au quotidien pour rénover, pour faire en sorte que le Parti socialiste aille de l'avant, eh bien, ne sont pas considérés. Et ne sont jamais considérés. Et ça, je tiens à le signaler, à leur vraie qualité. Puisqu'on ne demande pas à quelqu'un d'être bon ou d'être à 100% bon quand il va dans une tâche. On lui demande d'avoir la volonté, on lui demande d'aimer son parti, on lui demande aussi et de connaître, je dirais, les problématiques du terrain. Avec ça, petit à petit, il progresse et petit à petit, il fait progresser aussi son parti et il donne une autre dimension à son parti. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, voilà pourquoi je dis que nous avons besoin de répondre à l'aspiration et aux problématiques de notre territoire, mais pour autant, nous demandons à ceux qu'il y ait plus de liberté dans ce parti-là et que les adhérents soient maîtres de leur destin. Alors, pour rebondir à ce que vous dites, hier, M. Zelben nous disait que sur la liste Pays en nous, dernières élections régionales, il y avait eu beaucoup de frustration de la part des militants. Beaucoup de frustration. On va pas, vous savez, le rôle du candidat que je suis, ce n'est pas de mettre en difficulté mon parti sur les antennes ou quoi que ce soit, mais c'est de dire la vérité, de sortir de la langue de bois. Si nous voulons que le Parti socialiste soit fort, il faut que tous les adhérents, tous les militants se sentent forts. C'est ça la base. Et se sentent en capacité de proposer, de dire les choses. Et non pas de suivre une ligne venant de X ou de Y. C'est pas ça. Je crois que le premier fédéral aussi doit être libre de pouvoir, je dirais, travailler avec ses adhérents, avec ses militants et pouvoir proposer des choses pour le Parti socialiste et pour la Guadeloupe. Parce qu'il nous faut avoir des lignes claires. Le Guadeloupéen, les adhérents du Parti socialiste ont besoin de savoir sur les grands domaines qui nous intéressent, eh bien, quelle est la pensée réelle du Parti socialiste. Et pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, il y en a beaucoup, on pourrait leur poser la question, quelle est la ligne du Parti socialiste quand il s'agit de domicilier le pouvoir sur le territoire de la Guadeloupe? Ils ne pourraient pas vous répondre, parce que nous ne sommes pas clairs dessus. Et il faut être clair. Que voulons-nous pour ce pays-là? Où allons-nous et comment nous allons gérer ce pays-là quand on voit, par exemple, au niveau, et je l'ai dit à plusieurs reprises, au niveau de cette crise, au niveau de la santé, de cette épidémie, eh bien, on n'a pas ressenti les élus et on n'a pas ressenti les partis. Et le peuple demande aussi à être éclairé. Parce que devant une telle pandémie, on a besoin d'être éclairé. Et c'est du devoir des politiques de dire quelle est l'orientation que nous prenons. Et non pas s'aligner, je dirais, à l'orientation étatique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ne pas aller dans le sens de l'État, mais on n'a pas l'obligation de s'aligner. Il faut pouvoir éclairer sa population. Et nous n'avons pas été clairs à ce sujet-là. Et c'est pour cela que je dis, si on veut demain être aussi grand qu'on l'a été par le passé au niveau de la Guadeloupe, eh bien, il faut aussi que nous ayons une ligne claire politiquement et que nous ayons des hommes qui sont en capacité, je dis bien, qui sont en capacité de dire non quand il faut dire non et en capacité de dire je défends mon pays, je défends la Guadeloupe, même si je suis du Parti socialiste et même si c'est un parti national. Parce que c'est ce qui me tient à cœur, de dire que nous avons des spécificités, que nous sommes des Guadeloupéens, que nous avons des problématiques qui sont fortes. Et d'ailleurs, on pourrait les citer, il y en a tellement. Comment admettre que le chômage aujourd'hui soit à 18%, 17% en Guadeloupe et qu'il soit à 8% en France métropolitaine et que nous trouvons ça naturel? Ce n'est pas naturel. Nous sommes le sol français. Nous devons avoir cette équité-là sur notre territoire. Et ça doit être le cheval de bataille du Parti socialiste. Puisque nous sommes, je dirais, notre cheville ouvrière, c'est défendre les plus petits, défendre les égalités sur le terrain. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous le faisons, mais pas suffisamment fort pour qu'on puisse nous reconnaître à ce sujet. Comment admettre aujourd'hui que nous avons un SMO qu'on vient de monter, mais que nous devrions attendre peut-être 5 ou 6 ans, ou 7 ans ou 8 ans pour que de l'eau de qualité et en quantité puisse couler dans les robinets des Guadeloupéens et que nous soyons là et que nous ne soyons pas et qu'on ne puisse pas nous entendre convenablement sur ce sujet-là. Comment admettre aujourd'hui qu'au niveau des ordures ménagères, eh bien, que la population ne soit pas satisfaite de ce service? Comment admettre au niveau du transport que nous ayons autant de problèmes? Comment admettre, alors qu'on parle de santé, qu'on parle de piquer la population de la Guadeloupe, que le chlordécone, aujourd'hui, empoisonne nos terres et nous empêche, je dirais, d'avoir une santé convenable, parce que nombre de Guadeloupéens sont malades aujourd'hui et ont le cancer par rapport à la chlordécone. Eh bien, voilà des cris je dis bien des cris qu'on devrait pousser quand on est socialiste et quand on est premier fédéral pour parler de notre territoire. Eh bien, donnez-nous la possibilité de le faire
Et pour cela, je dis, cette élection-là est bienvenue, pourvu que cette élection-là soit démocratique. Alors, je pose quand même la question, pourquoi il y a autant de candidats? Il y a 4 candidats. Mais personnellement, j'ai demandé à ce que les candidats, sur une autre antenne, puisque nous étions 4, et j'ai demandé à ce que les candidats se regroupent, puisque nous défendons les mêmes valeurs et que nous puissions sortir 1 ou 2 candidats. Oui. Mais jusqu'à maintenant, c'est lettre morte. Oui. Mais c'est telle est ma volonté. Parce que mon objectif, c'est de travailler pour le parti. Je peux être le premier fédéral, comme je peux être celui qui est au service du premier fédéral. Oui. Mais pour autant, expliquons-nous, faisons en sorte qu'entre nous, que nous puissions trouver cette vraie détermination. Je ne suis pas contre la démocratie. Le fait d'être 4 n'est pas un danger pour la démocratie. Mais nous pourrions montrer et démontrer à la population de la Guadeloupe que nous sommes en capacité de nous unir et sur les points essentiels de dire voilà là où ça ne va pas et voilà ce que nous devons changer. Parce que tous aujourd'hui, je crois que l'ensemble des maires socialistes de la Guadeloupe aujourd'hui ont envie de dire plus de démocratie. Mais peut-être n'ont-ils pas cette possibilité de le faire. Mais moi, je le dis ouvertement et face à nos adhérents et face à la Guadeloupe, s'il n'y a pas plus de démocratie dans notre parti, le Parti socialiste ira dans le mur. Et je n'ai pas envie que cela arrive puisque je suis socialiste, j'ai toujours été qu'un socialiste et je mourrai socialiste. Alors, justement, il y a un petit souci qui s'est présenté depuis quelque temps, c'est la création du GPS. Alors, est-ce que le GPS, c'est un petit morceau du PS qui est en train de partir ou bien c'est quelque chose qu'on peut encore rattraper? Je dirais que sous mon radar, je ne l'ai pas encore vu. Et donc, je demande à voir. Ce qui est le plus important aujourd'hui, ce n'est pas les annonces, c'est de conforter le Parti socialiste et le conforter en étant, je dirais, un vrai parti. Un parti qui résonne au son de ses militants. Un parti qui ne va pas dans une direction et qui s'aveugle à ne pas vérifier que c'est la bonne direction par rapport, à ses militants et deuxièmement, par rapport à sa population. Quand nous arrivons à cela, c'est sûr et certain peut-être que nous aurons le GPS ou que nous ne l'aurons pas. Donc pour l'instant, ce qui m'intéresse le plus, et puisque l'occasion nous est donnée au travers de cette élection pour le premier fédéral, c'est de vérifier que cette démocratie existe. Je ne veux pas trop en dire aujourd'hui, mais si tel n'est pas le cas, peut-être que le GPS vivra. Oui. Peut-être. Oui. Alors, moi, je veux poser des questions qui sont peut-être embarrassantes, mais elles se posent. Aucune question n'est embarrassante. Quel est le poids de Victorien Lurel au sein du PS aujourd'hui? Alors, que je dise les choses, le poids. Victorien Lurel, il faut... Mais s'il n'a pas de poids, me dit, il faut répondre aux choses naturellement. Victorien Lurel est sénateur de la Guadeloupe. Victorien Lurel a porté le Parti socialiste à bras-le-corps pendant beaucoup d'années. Oui. Et jusqu'à maintenant, nous a fait gagner de belles et de grandes élections. Mais le monde change, le monde bouge. Et le Parti socialiste avec doit bouger, doit changer. Oui. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas à Victorien Lurel aujourd'hui, je le dis ouvertement, à décider qui sera le premier fédéral. Si tel est le cas, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous aurons des difficultés pour demain. Aujourd'hui et demain, nous aurons des difficultés. Il doit avoir son opinion. C'est un homme et aussi c'est un adhérent. Il doit avoir son opinion et c'est son candidat peut-être. Je crois qu'aujourd'hui, moi, je ne veux pas être son candidat ni le candidat de quiconque. Je veux être le candidat de l'ensemble des militants, de ceux-là qu'on va choisir démocratiquement. Mais si au départ, il a un candidat et certains... Vous savez, personne n'est dupe. Personne ne se rend compte aujourd'hui que c'est un peu le cas. Eh bien, ce que je dis, c'est en train de détruire quelque part le Parti socialiste, puisque nous allons dans la même lignée et nous ne faisons pas cette réforme qu'il nous faut faire exactement pour que nous puissions changer les choses. Et donc, je me battrai contre ça et je serai clair contre ça. Il ne faut pas que ça soit le cas. Mais il y a des adhérents, j'appelle aux adhérents et pour leur dire, aujourd'hui, dressez-vous et dites-vous que c'est vous qui devez dire que le parti peut aller mieux. Notre parti n'est pas mort, puisque nous avons des conseillers municipaux, nous avons des maires, nous avons des députés, nous avons des sénateurs. Donc, au niveau des grandes collectivités, comment je dirais encore, les communautés de communes, nous avons même si nous ne sommes pas présidents, mais nous avons un certain nombre d'élus, nous sommes représentatifs de notre territoire. Il est bon, comme l'a dit, parce que j'avais retenu cette phrase, comme a dit Nelson Mandela, la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais c'est de pouvoir se relever.
Et je veux ce défi-là, pouvoir se relever. Il y a une chose qui m'a beaucoup gêné, vous ne m'avez pas posé la question, c'est quand on a voté pour le premier des socialistes au niveau national. Oui, justement, j'allais poser la question. Justement, vous ne m'avez pas posé cette question, mais cela me tient à cœur de pouvoir en discuter. Oui. Nous avions une candidate, Madame Hélène Geoffroy. Oui. Une mornalienne, mais ce n'est pas parce que c'est une mornalienne, c'est d'abord parce que c'est une Guadeloupéenne qui a fait des hautes études et qui est maire de Vaux-en-Velin, une ville de plus de 50 000 habitants, et qui est vice-présidente de la communauté d'aglo-lyonnaise qui fait des millions de personnes et qui n'a pas été considérée sur notre territoire. Et pourtant, c'est une socialiste et qui se bat au sein du Parti socialiste pour faire en sorte que la voix des sans-voix, la voix des Antilles, la voix de la femme qu'elle est, la voix du parcours qu'elle a fait, n'a même pas été reconnue sur son territoire, la Guadeloupe. Et ça me gêne. Oui. Cela me gêne. Et quand je vois dans tous les candidats que nous avons aujourd'hui, nous avons 3 candidats qui se sont sentis obligés de suivre Olivier Faure parce que c'était ce qui avait été recommandé par d'autres. Oui, parce qu'il y avait 2 motions. Oui, il y avait 2 motions. Vous avez été quelle motion? J'étais de la motion de Geoffroy. Parce que je savais que, c'était une Guadeloupéenne. Et comme je dis souvent, à un certain moment, comme l'a dit bien d'autres avant nous, mais n'est douvant, sans pour cela avoir aucun problème avec les autres. Et c'est pas ça notre problème. Et c'est ça qui fait que nous avons des difficultés, nous les socialistes aujourd'hui. Le peuple ne se reconnaît pas en nous, car nous ne disons pas cette vérité-là. Parce qu'on a peur de nous-mêmes. Je dis bien le problème, on a peur de nous-mêmes. Et alors que le peuple ne demande qu'une seule chose, qu'on soit nous-mêmes. D'ailleurs, on dit souvent, quand on est politique, on doit avoir un pas devant son peuple. Un pas, pas 2. Un pas devant son peuple. Pour montrer le chemin. Et de temps en temps, questionner le peuple pour savoir si c'est le bon chemin, si on ne s'est pas trompé. Alors, dernière question. Vous êtes 4 candidats aujourd'hui. Visiblement, l'union ne peut plus se faire entre vous parce que y a je reste optimiste. Je vais vous dire une chose. Oui. Le jamais, c'est pas mon truc. Oui. Le jamais, c'est fait pour les imbéciles. D'accord. Et d'ailleurs, ça devrait sortir de la langue française. Je suis pour ceux qui pensent que tout est possible dès l'instant qu'il y a l'intérêt du plus grand nombre. Georges Germain tout seul n'est rien. Quand je me réveille le matin, quand je me regarde, je dis c'est bien, mais après je me questionne pour savoir qui est autour de moi. Et je crois que tout homme devrait se poser cette question-là. On n'est rien seul. Oui. Quand si je viens dans ce studio-là et que je suis seul, je ne ferai rien. Ça va avoir de l'interaction parce que vous êtes là, parce qu'il y a des techniciens. On n'est jamais seul. Donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on peut le faire. On peut s'associer. Je suis prêt, je l'ai dit d'ailleurs sur une autre antenne, je suis prêt qu'on s'associe afin d'interpeller nos adhérents et de leur dire, voilà votre responsabilité devant des hommes et des femmes, des hommes, puisque nous sommes que des candidats hommes, malheureusement, qui s'associent pour aller dans l'intérêt du Parti socialiste, parce que c'est notre combat. Nous aimons notre parti. Et je vous donnerai juste un exemple avant de terminer. Oui. La première fois que j'ai été élu conseiller général, parce qu'avant on ne disait pas conseiller départemental, j'étais conseiller général, c'est en 2004. Je n'ai pas été choisi par mon parti. C'est le jeu de la politique, parce que de toute façon, il y a des primaires. Je n'ai pas été choisi pour mon parti. Je savais que j'étais le meilleur de mon territoire. J'ai demandé des excuses à l'intérieur de l'élection. Je n'ai pas été dehors. Le jour de l'élection, je leur ai dit, excusez-moi, pardonnez-moi, mais j'irai aux élections. Car le choix que vous avez fait n'est pas le bon choix. Et si, au premier tour, je perds, je m'alignerai derrière mon candidat socialiste. J'ai été en campagne et j'ai gagné cette élection-là. Et pourtant, quand tous les journalistes m'ont posé la question, Georges Germain, êtes-vous socialiste parce que votre parti ne vous avait pas choisi au premier tour? J'ai dit, je le serai jusqu'à ma mort. Est-ce que vous dites la même chose pour cette élection? La même chose. La même chose. Je suis socialiste. Je mourrai socialiste. Mais par contre, je suis cet homme-là. Quand je ne suis pas d'accord, je le fais savoir et je n'ai pas peur de le faire savoir. Merci Georges Germain pour votre franchise et votre, comme on dit, au bout de douette dans la relâche. Il est 13h25, on prend la dernière pause. On va se retrouver tout à l'heure avec nos artistes. Yannick Cabrion, l'entend-nous pas vrai, Cristal aussi, et Jérôme Castri, puisqu'ils seront dans un festival numérique dans 2 jours exactement. Donc, ils vont venir nous expliquer. Puis après, on va recevoir Mme Gustave. Elle est aussi prévue dans le ZCL. 13h26. À tout de suite.
Alors, 13h33, ils sont 3 à 13h33, il est même 34. Alors, Yannick Cabrion, bonjour. Bonjour. On n'a pas vu depuis longtemps, mais enfin, son vieux ami. Jérôme Casque, qui est un habitué d'ici, bonjour. Bonjour. Et j'ai pu laisser le meilleur pour la fin. Excusez-moi, messieurs. Cristal, quand j'ai vu débuter il y a quelques années, c'était au casino et qu'on retrouve avec plaisir. Alors, comme les téléspectateurs, un petit extrait de vos musiques. On commence par Yannick. Après, on va faire Cristal et on va finir avec Tempo. Alors, c'est parti pour Yannick, parce que tout le monde a demandé mon là, ça moi-même et tout le monde a mis. Bon, c'est parti. Un petit extrait. La vie, c'est l'amour. Sans l'amour, elle n'existe pas. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau parler toutes les langues, j'aurais beau connaître l'avenir, j'aurais beau chanter la joie du monde, j'aurais beau me donner. C'est Cristal, bien sûr, son tube qu'on connaît. C'est parti pour Cristal et puis après on va terminer avec Tempo Zouk et puis on va discuter un petit peu de ce festival numérique qui aura lieu du 24, 25, c'est ça Jérôme? Tout à fait. 23, 24, 25, 26. 26, fait voir la CNBT, c'est parti. Feuillage à l'amour. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es si triste? Si feuillage qu'a guéri tout bobo, mamie. Qui laisse qu'a guéri tout l'amour, mamie? Connais-tu madame, le coffre de Nicaise? Sur le marché de Pointe-à-Pitre. Tu peux aller la voir et pourras te pousser. J'irai la voir alors. À moi, maman! Si feuillage qu'a guéri tout bobo, qui laisse qu'a guéri tout l'amour, bon moi t'es pour moi guéri, bon moi remettre pour moi pas vite fou. Si feuillage qu'a guéri tout bobo, qui laisse qu'a guéri tout l'amour, bon moi t'es pour moi guéri, bon moi remettre pour moi pas vite fou. On t'était pour consoler moi, on t'était pour moi pas plairer, on t'était pour moi paix. Oublier qu'elle rend moi malheureuse. On t'était pour consoler moi, on t'était pour moi pas pleurer, on t'était pour faire moi oublier qu'elle rend moi malheureuse. On t'était payé pour penser que moi, on t'y fait on t'était pour moi guéri, pour moi guéri. Si feuillage qu'a guéri, tout bobo qui laisse qu'a guéri. Qui laisse qu'à guérir tous les l'amour. Pour moi, c'est pour moi guérir. Pour moi, remettre pour moi pas vite. Quand même, hein? Oui, beaucoup même. Je regarde plus ce clip depuis déjà 3 ans. Je ne peux pas le regarder parce que la dame qu'on voit au début. Qu'on voit au début, c'est ma grand-mère qui nous a quittés. Oui. Et donc à chaque fois que je vois le fait d'entendre sa voix, et ça me touche énormément. J'imagine. Alors, un petit morceau de Tempo Zouk, bien sûr, puisque Tempo classique, puisque Tempo est devenu, on l'a dit tout doucement, mais de plus en plus fort. C'est le cassable des années 2000. En ça, vous ne pouvez pas aimer nous dire ça, mais tout le monde a dit ça. Moi, j'ai dit, moi, envoyé une fois, 2 fois même, et je vous assure que c'était à l'époque de l'instant. L'appart à côté, et ça dégageait. Ça dégage toujours. On fait du mieux qu'on peut. Un petit extrait, rapidement, c'est parti.
en mélodie, en tête à zone depuis jour là nous joint, et qu'a grandi, piti à piti, et j'en savais bien. Petit moment, nous qui peut partager, sauter, puis nous, attends l'amour, nous qui peut faire le plein, et les autres savent bien. Chanter, bouger, danser jusqu'au soleil levé. Chanter, bouger. C'est pas souvent le ZCL donc on fait musique pour ça, mais ça vaut le coup. Alors, deux petits mots quand même sur le festival, Jérôme. Oui, donc c'est un festival numérique donc, qui est organisé par la CANBT et donc qui se déroule en tout cas le vendredi 24. À partir de quelle heure? Alors, là c'est la colle puisque c'est pas nous on joue en fait dimanche à 16h. Oui, c'est en direct sur Canal 10. Et bien voilà, vous avez des horaires juste devant vous. Donc le vendredi 24 à 20h, le samedi 25 aussi à 20h et le dimanche à 16h. C'est sur en direct sur Canal. Hein, c'est ça, donc festival numérique, du rire, film et musique. Alors, il y aura du rire aussi. On a privilégié la musique aujourd'hui. C'est en temps invitant nous autres, longtemps pas voir MC, longtemps pas voir, donc on te voit souvent. Donc, et alors pour l'artiste, je disais tout à l'heure, quand même, il y a un petit peu de frustration quand même de ne pas être directement avec le public. Ne pas avoir un public, oui, en effet. C'est pas évident de chauffer une salle sans public, mais entre nous-mêmes, on s'enjaille. Donc il y a déjà une belle énergie entre nous dans l'équipe de Tempo et tout. Donc du coup, on va prendre plaisir et on saura retransmettre ce plaisir au public. Alors, quel sera le répertoire? Il y aura du Yann, on ne peut pas dormir, moi, on ne peut pas écouter une chanson comme ça de temps en temps. Est-ce que Kenny ça ne peut pas dormir? Dis-moi. Sans vous aussi, qu'est là? Kenny ne peut pas dormir. Oui. Kenny sans vous. D'accord. Kenny. Donc, Kenny, pas mal de répertoire, non? Aussi. Et Kenny, on le répertoire à tempo. À tempo, bien sûr. Ouais. Et Kenny aussi, un bel hommage. C'est ça. À un grand monsieur, qui est monsieur Jacob Desvarieux. D'accord. Et que nous reprend avec grand plaisir avec tempo. Alors, question pour tout le monde là, ça vous apprécie, vous êtes partis. Pendant une période de confinement, que deviennent les artistes? Quand on est confiné, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de show, il n'y a rien, il n'y a même pas de numérique. Qu'est-ce que vous faites pendant cette période? Créativité. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Oui, vas-y, Christelle. Je crois qu'à ce moment-là, on a tout le temps finalement. On a tout le temps de pouvoir explorer toute sa créativité. Donc c'est un moment où on n'est pas embrouillé, embêté par tout ce qu'il y a autour. Donc on se concentre vraiment sur la créativité. Et le fait de ne pas avoir grand-chose à faire, ça fait que ça bouscule les idées un peu dans la tête. Donc c'est, on va dire, un mal pour un bien. En tout cas, tous les artistes, tous les musiciens, tous les chanteurs que je connais ont pris ce temps pour pouvoir créer, pour pouvoir montrer que voilà, la science est là, tout est là et qu'il faut la faire sortir. Donc je pense que après le confinement, on aura de très belles choses. Il y aura de la créativité, j'imagine, Jérôme, aussi. Exactement, nous sommes sur la même ligne de conduite, c'est-à-dire comme nous sommes en pleine préparation du nouvel album de Tempo Classic Live. Ça y est? Oui. Ben oui, on a eu justement le confinement pour pouvoir se préparer, donc du coup on doit finaliser, on travaille encore dessus, histoire de proposer quelque chose qui nous convient et à notre image. Yannick, c'est pareil, il y a du travail pendant le truc? Alors, moi, je n'ai pas du tout été dans cette direction, pour être honnête. Je me suis consacré essentiellement à des formations, toujours sur le chant, dans le coaching, via des écoles en Guadeloupe et dans l'Hexagone. On te reverra bientôt sur scène, en dehors du numérique. Oui, avec grand plaisir. Pas disparaître, non? Non. Disparaître pas pour moi. Non, disparaître pas pour moi. C'est-à-dire qu'il faut faire petit boin devant, petit boin derrière, pour que là, on arrive devant pour nous, plus vite à dire.
D'accord. Alors, il est 13h44, je vous libère. Comme on doit recevoir quelqu'un d'autre, alors, on même savent qu'il est pour un morceau pour faire transition là, on va savoir qu'il est pour point là. Qu'est-ce que je fais? On prend le dernier morceau. Alors, on reprend le tempo, on reprend le tempo classique. On reprend le tempo classique. Le temps qu'on change de studio et que notre dernier invité arrive. Et on vous remercie. Et puis on donne rendez-vous au public sur Canal, de toute manière. C'est ça, Canal 10. Et puis en déconfiné. Nous allons attendre ce temps déconfiné là quand même. Hein. Ça qui est arrivé quand même. Respirer. Croisez les doigts. Ouais. Voilà. Et après, ça nous un gros sono là, en plein plateau à ZTL. Ça j'ai arrivé, j'ai déjà fait ici, avec des musiciens, Gouka, tout ça. Nous avons l'hôpital ici, hein, mais ça qui est venu. De toute façon, je souhaite vous revoir bientôt quand même pour annoncer un concert, un vrai concert live, que toute la Guadeloupe attend et au-delà. Okay? On l'espère aussi. Merci, à bientôt. Pour l'accueil. On reprend le tempo classique et puis on se quitte et on vous souhaite bon retour sur la scène. Merci. Je me permets de faire juste un petit clin d'œil parce que nous sortis dans un clip là qu'on sortit voilà si je n'ai pas l'amour qui a dans un clip là encore c'est qui Alice Régent de la Basse-Terre. Donc on belle l'amour pour Dieu tout en savent que ce qu'a gardé un bas là et puis nous avons changé page là donc rendez-vous dimanche 16h sur Canal 10 sur Canal 10 en direct. C'est parti. T'attends depuis jour là nous joint et qu'a grandi petit à petit et j'en savais bien chanter bouger danser juste au soleil levé chanter bouger danser juste dans la petit moment, nous qui peut partager, ça c'est nous. Attends l'amour, nous qui peut faire le plein, et ça savait bien. Chanter, bouger, danser juste au soleil levé. Chanter, bouger. White tempo, white tempo, white tempo, white tempo, 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 tempo. Voilà, on t'a donné vraiment, ça donne envie, c'est vrai, ça donne envie. Bon, bref, alors, 13h47, on quitte la musique, la culture musicale, on est dans la culture Awawak. Bonjour Elisabeth. Et la culture guadeloupéenne, bonjour. Ça va? Ça va. Elle a changé de lunettes en plus. Bon, alors... Toi, non? Non, si, sur les réunions Foucault, c'est pas ce qu'il y a. On fait la compétition, toi et moi, de lunettes. C'est ça, parfait. Alors, quoi de neuf à Awawak Culture? Eh bien bon, les choses se décantent un peu, donc on va avoir un week-end art, vendredi et samedi. Alors vendredi, on aura Steve Vérin, que vous avez reçu. On a reçu la semaine dernière. Voilà, donc il a son exposition « Je suis », mais cette fois c'est un regard croisé entre la poésie et l'art contemporain, parce qu'on va aussi recevoir Lord Tarrer. Est-ce que tu as reçu Lord Tarrer? Pas encore, mais ça viendra. Eh bien voilà. Ouais. Et donc, on aura donc cette soirée poésie et art contemporain. Oui. Alors, le recueil de poèmes s'appelle « Au bord de l'âme ». D'accord. De l'âme, excusez-moi. De l'âme? De l'âme ou de l'arme? De l'âme. De l'âme, d'accord. De l'âme, avec un accent circonflexe. Donc ça, c'est vendredi. Oui. Et ce samedi-ci, c'est le samedi 25 ?
Oui. Nous avons un monsieur très important dans le monde de l'art qui s'appelle Dominique Berthet, qui est professeur-chercheur à l'Université de Martinique. Et il est aussi responsable du CEREAP. Et il publie des revues qui sont des revues de recherche en esthétique caribéenne. Et il viendra présenter 2 revues et il sera en compagnie d'Alain Joséphine et de Madame... Alain Joséphine, c'est un musicien d'ailleurs aussi. Alain Joséphine... Oui, il a joué avec Cacoustique, monsieur. Alain Joséphine est un artiste complet, multiforme. Ouais. Polyartiste. Un polyartiste, parce que je crois que je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi artiste. Parce qu'il est vraiment musicien et il est vraiment... Il est peintre aussi. Il est vraiment plasticien, exactement, voilà. Et, Là, il vient en tant que plasticien. Il vient en tant que plasticien. Il n'aime pas du tout mélanger les deux. Oui. Soit il fait l'un, soit il fait l'autre. Donc voilà. Donc ça veut dire que Arara Culture reprend. Arara Culture reprend. Enfin, n'avait pas vraiment arrêté, on veut dire. Hein. Il y a eu, même en confinement, il y avait eu des petites choses qui se faisaient quand même. On a arrêté quand les choses ont été chaudes. Quand il a fallu tout boucler, c'est ça? C'est-à-dire que, non, on a tout bouclé jusqu'à là. Et on essaie de recevoir une personne. Alors, l'exposition de Steve Vérin était déjà installée. Mais oui, elle était installée, donc les soignants qui ont dormi à l'Araroak pouvaient passer, pouvaient voir l'expo, c'est juste ça. Et puis l'avantage de l'hôtel, c'est que... c'est sur place, on est sur place et puis on reçoit les gens dans un espace ouvert. De sa chambre, on descend et puis on y est. Oui, on reçoit les gens dans un espace ouvert, ils font très attention aux masques. Là, il faudra avoir le pass sanitaire. Alors, je vois qu'on est en train de montrer l'exposition d'après. Oui, ce sera la semaine suivante. Oui, voilà, le 1er octobre, du 1er au 8, vernissage le 8. On attend un peu pour le vernissage que les choses continuent à se décanter. On fait très attention aux conditions sanitaires, avec 2 femmes magnifiques, 2 jeunes femmes magnifiques. Est-ce que vous les connaissez? Non, pas du tout pour les présentations. Soagessi Raboteur et Judith Chakpa. On va la recevoir, c'est prévu qu'on la reçoive. Laquelle? L'artiste là qui... Judith? Oui, Judith. Judith Chakpa, voilà. Ouais. C'est vraiment intéressant ce qu'elle fait. Si vous la voyez, cette dame, je pense que c'est elle debout. En fait, elle travaille beaucoup les masques. Je pense qu'elle a une formation... art contemporain, mais aussi elle doit être un peu styliste en même temps. Et voilà, l'exposition s'appelle Hybride. Hybride? Oui. Pourquoi hybride? Qu'est-ce qui est hybride dans l'expo? Le monde est hybride. Le monde est hybride. Le masculin, le féminin. D'accord. Voilà, ma nouvelle voiture est hybride. Oui. Et donc, on a Judith qui représente aussi, je pense, qui revendique aussi ses racines fortement africaines. Et je pense qu'elle se plaît beaucoup dans ce monde caribéen qui lui rappelle ses racines, mais en même temps, je pense que c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'aventure, tout ce qui est nouveau. Donc, c'est une espèce de mix que d'être en Guadeloupe pour elle. D'accord. Et voilà. Et Soagessi est une jeune femme d'ici qui travaille beaucoup sur la féminité, les femmes. Je pense que toutes les deux, elles travaillent beaucoup sur les femmes, le féminisme. Et je pense qu'Hybride, c'est un peu tout ça. Est-ce que les cafés littéraires vont reprendre? Alors, les cafés littéraires reprennent, puisque dès vendredi, on a un café littéraire, en quelque sorte, même si on a Steve Vérin, on a aussi les bords de l'âme de... C'est une soirée littéraire parce qu'on va lire des poèmes de leur poèmes. Aura ses poèmes et puis Steve va présenter son œuvre. Oui. Voilà. Ils vont échanger à un moment sur leur travail, mais Laure sera là pour... elle aura du monde qui aussi va déclamer ces poèmes qui sont absolument magnifiques. Et donc, c'est déjà un café littéraire en soi. Et puis, peu de temps après, il y a le Festival international du film des droits humains. Justement, il faudra qu'on en reparle de façon beaucoup plus détaillée. Enfin, on peut donner un petit aperçu. Surtout qu'il y aura votre camarade Rokhaya Diallo cette fois-ci. Ah, elle sera là cette année. Elle sera là. Bon, elle aura plein de choses à vous dire. Oui, bien sûr. Alors, en fait, on aura un café littéraire intéressant à ce moment-là. On aura...
un ouvrage collectif organisé par Elsa Dorlin. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est Elsa. Non. Elsa, c'est une philosophe qui a écrit un livre connu sur la violence, femmes et violence. Et donc, là, elle a fait un collectif avec un nom détonnant. Ça s'appelle Feu, un abécédaire des féminismes présents. Et elle a invité toute une série de femmes à écrire sur ce qu'elle estime être le féminisme d'aujourd'hui. Oui. D'aujourd'hui. Et là, on a en Guadeloupe, on a donc Canel Valton qui a donné sa vision par rapport aux femmes de Guadeloupe. Je suppose que le féminisme en Guadeloupe a évolué. On a souvent parlé du potomitan, mais je pense que les trentenaires... le potomitan est contesté maintenant. Oui. C'est même remis en cause. C'est un peu normal. Il a été coupé le poteau. On évolue. Regardez, les choses évoluent dans ce pays pour le mieux. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de conflit qui dure. Regardez comment les choses sont en train de s'améliorer au MACT. Donc... Ça laissait attendre, ça devait changer, et puis ça va changer. Les choses se remettent en place. Mais oui, je veux dire, il y a parfois, je pense que le potomitan, c'est un peu pareil. Oui. Je sais qu'on a des jeunes femmes qui ne supportent pas ce mot, ça leur donne... C'est clair, ça leur donne de l'urticaire, mais en fait, c'est juste la continuité des choses, je pense que... Voilà. Et donc, on aura cette soirée avec Canel Valton qui fait partie du collectif de femmes à avoir écrit, et aussi quelqu'un que vous connaissez très bien, c'est Stéphanie Million-Rinette. Oui, bien sûr. Donc, ces deux jeunes femmes ont donné leur point de vue du féminisme en Guadeloupe. Est-ce que c'est un point de vue qui vous convient, Elisabeth? Je pense. Moi, je pense que je suis une femme moderne. J'ai pas dit le contraire. J'évolue avec mon temps. J'ai pas dit le contraire. J'évolue avec mon temps. Parce que je pense que les jeunes femmes aujourd'hui, elles sont de plus en plus féministes. On dirait que c'est une critique. C'est pas une critique. Non, faites attention. Non, c'est juste un constat. Oui. Je pense qu'elles remettent en question le patriarcat. Voilà, exactement. Le patriarcat obsolète. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont en opposition. Elles ne sont pas en opposition avec les hommes. Mais non. La femme a besoin de l'homme, quand même, l'homme a besoin de la femme. Mais oui, mais elles veulent... Ils sont complémentaires, il me semble. Elles veulent être à 100%... Égal, pas égal, modant, on dit. Voilà, exactement. Et c'est bien. Et je pense qu'elles ne rejettent pas, en fait, le potomitan. Mais c'est juste que le potomitan a évolué. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, j'ai vu un petit peu l'évolution des choses, parce que j'ai connu des femmes il y a quelques années qui étaient dans le Larel potomitan, et qui disaient, c'est des femmes de l'UFG, etc., Union des femmes guadeloupéennes ou d'autres groupes de femmes. Et puis, à un moment, j'ai vu que, je me souviens avoir reçu ici une écrivaine, je suis en train de chercher son nom, qui me disait que potomitan là, faut nous voir notre butin, et progressivement, il y a eu d'autres positions qui se sont affirmées, et les femmes ont un petit peu... Parce que, il faut le dire, la société guadeloupéenne était un peu machiste. Enfin, je dis un peu pour être gentil, mais même très machiste même. Et donc, la femme était en position de domination et quelquefois même d'exclusion, parce qu'il faut le dire, les femmes ici. Et pourtant, curieusement, quand on regarde l'histoire de la Guadeloupe, les femmes ont toujours joué un rôle important depuis Solitude. On parle souvent de Géotia Archimède. Récemment, avec le décès de Madame Chevry, encore, on montrait un peu que les femmes, ici, au niveau politique, ont joué un rôle important. Et si on compare même avec ce qui se fait en Martinique ou en Guyane, les premières femmes dans ces régions-là à prendre le pouvoir politique, c'était en Guadeloupe. Oui, et je pense en fait que les femmes, celles qu'on appelle potomitan, on avait une société très très machiste, mais on avait aussi des femmes très très fortes qui ne se laissaient pas il y a toujours eu des femmes qui ne se sont jamais laissées faire. Il n'y a pas de cas marcher cochien, comme on dit. Mais oui, et je pense que même dans les relations hommes-femmes, ça a créé des discordes. C'était difficile en fait pour chacun de trouver sa place, parce que c'était...
Non, mais la société guadeloupéenne était ce qu'elle était, mais depuis même l'époque de l'esclavage, les femmes ont joué leur rôle. On sait très bien qu'on prend ces femmes qui empoisonnaient les colons. Il y a un livre de Harry Boussillon sur cette époque, il faudra un jour peut-être faire un café littéraire sur cet aspect, montrer que les femmes ont fait de la résistance et ne se sont pas laissées faire. Et aujourd'hui, même s'il y a eu l'époque potomitan, parce que bon, la société était telle qu'elle était à l'époque, il ne faut pas oublier que les femmes ne travaillaient pas réellement comme aujourd'hui. Elles n'étaient pas fonctionnaires, elles étaient à garder les enfants. Donc, elles travaillaient dans les cannes. Elles travaillaient dans la canne, et puis le soir, elles avaient double emploi. La journée dans les champs et puis le soir à la maison. Je pense qu'elle travaillait, elle n'était pas très rémunérée, mais elle travaillait tout le temps. Elle travaillait. Donc il y a une évolution de notre société. Beaucoup d'hommes l'ont mal accepté d'ailleurs. Il y a eu, dans les temps passés, je connais un ami qui a fait une étude sur les crimes sur les femmes, les féminicides. Il y en a eu beaucoup, à un moment, en Guadeloupe. Je ne sais pas si ça tend à se calmer un peu. Faudrait qu'on ait les chiffres, parce que chaque année a son lot de féminicides. J'ai bien l'impression qu'on doit atteindre au moins 5 par an, non? Il faudrait qu'on ait les chiffres. Je pense qu'à un moment donné, il y a une époque où les féminicides... Alors aujourd'hui, dans l'actualité récente, il y a eu peut-être il y a 2-3 ans, beaucoup d'homicides faits par des femmes. Ah ouais? Oui, je connais un chanteur de dancehall qui a été tué par sa copine. Il y a une femme récemment, pour une question de loyer, qui avait tué aussi quelqu'un dans la région. Donc, c'est dire que les choses mais ne sont pas des femmes qui sont victimes de... Aussi de violence, aussi. Il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de violence. La société a évolué, mais vous avez beaucoup de cafés littéraires à faire sur ces questions. De toute façon, Stéphanie fait une émission ici, d'ailleurs. Oui, vous savez, je l'ai vu, chaque fort dimanche. Intéressant. C'est chaque dimanche. C'est quoi son prochain thème? Je ne sais pas son prochain thème, elle ne m'a pas encore envoyé son prochain thème, mais c'est que le dimanche après-midi, elle fait une émission ici. C'est pas, elle ne vous a pas encore invité. Non, elle ne m'a pas invité encore. Ça Kevin, mais j'ai déjà vu son émission qui est fort intéressante. Ouais. Voilà. Bon, alors donc, 2 petits mots sur le Festival du cinéma, rapidement, avant de se quitter. Alors, le festival se tiendra du 14 au 22. Du 14 octobre. Oui, du 14 octobre au 22. Oui. Une ouverture... Enfin, la semaine se passera essentiellement à Cinestar. D'habitude, c'est au MAC, mais comme le MAC est en train de se réouvrir, de se reconstruire... Et nous serons à Cinestar, et toute la semaine à Cinestar. Et nous aurons des films. Nous aurons comme invité Rokhaya Diallo. Oui. Et au MAC, pas au MAC, excusez-moi, à l'Arawak, cette fois-ci le samedi soir, on aura une conférence avec Rokhaya Diallo qui va revenir sur tout son parcours. Je pense que c'est intéressant qu'on comprenne... Journaliste et activiste. Oui, voilà, comment elle est devenue activiste, de petite fille... parisienne et comment elle a surtout réussi à être reconnue aux États-Unis pratiquement plus qu'en France où maintenant elle est correspondante du Washington Post. Enfin, elle a plein de choses à nous dire, donc ça sera le samedi 15. Et on finira en clôture avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est la réalisatrice haïtienne Jessica Généus. Je ne sais pas si tu la connais. Elle a été remarquée à Cannes. Elle a eu un prix d'ailleurs à Cannes pour son dernier film qui s'appelle Freda. Donc ça sera en clôture du festival. Ce film sera posté ici. De toute façon, nous avons l'occasion de revenir. Non, mais on va revenir en détail parce qu'il y aura beaucoup de choses. Avec Rokhaya et avec les invités. Voilà, 14h02. Elisabeth, on vous remercie. On rappelle que c'est vendredi. Vendredi et samedi, vous êtes à l'Arawak. À l'Arawak. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Dès 16h en fait. Oui. Dès 16h vendredi et samedi 17h. Voilà, c'est fini. Voilà, on va rappeler très rapidement qu'on a reçu aujourd'hui Georges Hermin en tant que futur peut-être premier secrétaire du PS Guadeloupe. Il nous a expliqué un petit peu sa position et l'absence de démocratie à l'intérieur du PS. Mais on aura l'occasion d'y revenir avec notre dernier invité. On a aussi reçu 3 artistes. Yannick Cabrion, que tout le monde connaît, Cristal, que tout le monde connaît, et bien évidemment Jérôme Casquet aussi de Tempo Classique, qui seront ici même à Canal
vendredi, samedi et dimanche dans un festival numérique que vous pourrez regarder gratuitement. Sinon, reportage avec les taxis, les difficultés de la profession qui est très exposée à la Covid. Et on a entendu M. Bougarel expliquer les dispositions qui vont être prises très rapidement. Le Vaccibus, il continue de tourner aux abîmes aujourd'hui. Il sera à Mornalo demain. Et puis, l'interview de M. Patrick Célin, le président de l'établissement public foncier. Puis on a terminé avec Elisabeth de Aurora Culture. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était assurée par Yann. Et puis, demain, on se retrouve à la même heure à partir de 12h30 pétante. À demain. Bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné. C'est fini. Thank you.